On parle souvent de la montée de la Chine comme d'un phénomène distant, théorique. Mais s'il y a un endroit dans le monde où c'est plus explicite que nulle part ailleurs, c'est en Australie. Parce que malgré des liens commerciaux très importants, au cours des dernières années, la relation entre la Chine et l'Australie s'est profondément détériorée. Ce qui était autrefois un partenariat cordial, amical et mutuellement bénéfique se transforme progressivement en relation toxique et hostile de dominant et de dominé. Il n'est plus question d'échanges diplomatiques, on est maintenant dans les injures, les attaques et les insinuations. Au niveau commercial, les relations sont à leur plus bas et il y a quelques jours, la Chine a suspendu indéfiniment les négociations entre les deux pays, jetant une douche d'eau froide sur les espoirs de réconciliation. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et quel avenir pour la relation entre la Chine et l'Australie? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces questions, mais pour ça, il faut comprendre la nature même de la relation entre les deux pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché chinois est essentiel à l'économie australienne pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une énorme base de consommateurs dont les revenus augmentent sans arrêt, ce qui présente des opportunités pour les entreprises australiennes. Pour un pays qui est seul sur son continent, à l'autre bout du monde, les marchés américains et européens sont extrêmement difficiles à rejoindre, donc la Chine prend une importance tout autre. En fait, selon les dernières données disponibles, le marché chinois représente 40% de toutes les exportations de l'Australie. C'est énorme et c'est directement responsable pour un emploi sur 13 en Australie. Le marché chinois a un appétit pour toute une gamme de produits, mais ce qui fait vraiment la convoitise de la Chine, ce sont les ressources naturelles et minières de l'Australie, qui figurent parmi les plus vastes du monde. Non seulement le territoire australien regorge de charbon et de forêts, mais il possède aussi une quantité impressionnante de métaux stratégiques, comme le fer ou les terres rares. Donc depuis des années, la relation entre la Chine et l'Australie a apporté son lot de bienfaits. D'un côté, la demande chinoise a alimenté la croissance de l'industrie minière australienne, alors que de l'autre, les ressources australiennes ont alimenté la croissance de l'économie chinoise. Ça peut avoir l'air un peu simplifié, mais les chiffres montrent très bien la nature de la relation. En 2020, 60% de tout l'approvisionnement en fer de la Chine provenait de l'Australie. C'est donc extrêmement important de le comprendre. Pour la Chine, l'Australie est une source essentielle, presque irremplaçable, de matières premières. L'Australie, de son côté, a aussi développé des liens très profonds avec la Chine qui dépassent les simples considérations commerciales. Il y a dans les universités australiennes plus de 180 000 étudiants chinois qui paient des sommes importantes pour y étudier. Ensuite, plus de 1,2 million de touristes chinois visitent à chaque année l'Australie et contribuent massivement à l'industrie touristique. Et finalement, l'Australie compte plus de 1,2 million de résidents d'origine chinoise sur une population d'environ 25 millions. Bref, à plusieurs égards, les économies chinoises et australiennes sont devenues complémentaires. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, on pourrait faire un portrait similaire pour le Canada et les États-Unis. Dans les deux cas, la relation est asymétrique, ce qui représente une certaine vulnérabilité. On pourrait dire que les deux relations se ressemblent. Mais la réalité, c'est que l'Australie est dans une situation beaucoup plus précaire. Parce qu'à la différence du Canada et des États-Unis, qui sont alignés géopolitiquement, la Chine et l'Australie appartiennent à deux blocs diplomatiques bien distincts, qui semblent être sur une trajectoire de collision. Depuis l'arrivée de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois en 2013, la Chine s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Quand ses intérêts sont en jeu, elle ne gêne pas pour intervenir et jouer du coude si c'est nécessaire, que ce soit à Hong Kong, à Taïwan, dans la mer de Chine, au Xinjiang, au Tibet. Le changement d'attitude de la Chine ne fait aucun doute. Le siècle d'humiliation est bel et bien terminé. Nous avons désormais affaire à une puissance mondiale. En Australie, c'est vraiment en 2015 que le vent s'est mis à tourner, lorsque Pékin a commencé à militariser la mer de Chine en installant des bases sur des îles artificielles. Pour l'Australie, dont l'économie et la sécurité dépendent de la liberté des voies maritimes, les actions de la Chine représentent une menace directe. Donc, conséquemment, le ton monte lors des échanges avec Pékin.
On sent qu'il y a de la tension. Les Australiens ont peur de tomber sous l'influence de la Chine. Il faut dire que leurs inquiétudes ne sont pas sans fondement. En 2015, le service de renseignement australien rapporte que 2 des principaux donateurs des partis politiques australiens ont des liens étroits avec le Parti communiste chinois. En 2017, on découvre que plusieurs candidats à des élections régionales et municipales en Australie sont en fait liés au service de renseignement chinois. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Le gouvernement australien est furieux. Il accuse la Chine de travailler secrètement à influencer le Parlement, les médias ainsi que les universités australiennes. Dans les mois qui suivent, la tension avec la Chine prend une toute autre mesure, puisque Canberra se trouve un puissant allié. Le 20 janvier 2017, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. Soudainement, l'Australie n'est plus la seule à dénoncer l'attitude de la Chine, et ça, c'est un point tournant dans la relation, puisque l'Australie se trouve à être directement sur le front de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. L'Australie ne peut plus rester sur les lignes de côté, elle doit choisir entre sa relation commerciale avec la Chine et sa relation stratégique avec les États-Unis. En choisissant Washington, l'Australie s'est placée dans une position extrêmement vulnérable et les représailles de la Chine ont été presque immédiates. Autant en matière de commerce que de diplomatie, la Chine instaure des mesures punitives contre l'Australie et s'arrange autant que possible pour lui faire la vie dure. Pékin ne veut pas céder un pouce, puisque le monde entier regarde et que la résistance australienne pourrait très bien inspirer d'autres pays à se rebeller. Pour Pékin, c'est inacceptable. Il faut donner une leçon à l'Australie, une leçon qui vaudra pour tous les autres, que ce soit le Canada, l'Europe ou l'Afrique. En août 2018, un influent magazine australien publie un essai intitulé Australia's China Reset, sous-titré Le reste du monde regarde comment nous opposons la campagne d'influence de Pékin. Dans les mois qui suivent, l'Australie multiplie les sorties contre la Chine et ne gêne pas pour mener la charge sur des dossiers extrêmement sensibles. En 2019, l'Australie dénonce le traitement des Ouïghours au Xinjiang et bannit Huawei de son réseau 5G, ce qui déclenche la colère du Parti communiste chinois. En 2020, après l'émergence de la COVID-19, l'Australie dénonce les mensonges de la Chine et exige une enquête internationale sur les origines du virus, ce qui enrage encore plus le PCC. L'éditeur en chef du Global Times, un journal de propagande chinoise, résume merveilleusement bien la position de Pékin. L'Australie est toujours là, à causer des problèmes. C'est un peu comme de la gomme à mâcher, collée sous la semelle des souliers de la Chine. Parfois, vous devez trouver une pierre pour la retirer. La Chine en a assez. Elle aspire à devenir une puissance incontestée dans la région Pacifique et l'Australie se tient sur son chemin. Après avoir essayé sans succès de s'imposer par la voie du soft power, soit par l'influence diplomatique et l'infiltration des institutions, la Chine change de stratégie. Désormais, elle essaie d'isoler l'Australie en coupant le dialogue et en réduisant autant que possible les échanges commerciaux. Dans les derniers mois, le commerce du charbon, du bœuf, du vin, du bois et de plusieurs autres produits est virtuellement tombé à zéro. La seule chose que la Chine continue d'acheter à l'Australie, c'est le minerai de fer, qui est trop important pour l'économie chinoise pour bloquer l'importation. En fait, même pour le fer, la Chine essaie de trouver des alternatives et développe de nouveaux marchés pour se découpler entièrement de l'Australie. On parle de marchés comme le Brésil et bien sûr, l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si la Chine est en mesure de briser sa dépendance à l'Australie en ouvrant de nouveaux marchés, il est loin d'être clair que l'Australie est capable d'en faire autant. Il faut comprendre que la situation géopolitique de l'Australie est loin d'être avantageuse. Le pays est isolé géographiquement, il est loin de ses alliés, il est dépendant de voies maritimes qu'il ne contrôle pas. Son influence diplomatique est limitée, mais surtout, sa sécurité est lourdement tributaire d'une puissance dont l'influence est en déclin, les États-Unis. Pour le moment, l'Australie peut avoir avantage à s'allier avec les États-Unis, mais très bientôt, elle pourrait regretter sérieusement son positionnement, puisque la grande puissance maritime dans la région Pacifique
ce sera la Chine. Et il est loin d'être clair si Washington est vraiment prêt à risquer un conflit ouvert pour défendre les intérêts australiens. D'une manière, l'Australie semble être destinée à tomber dans la sphère d'influence de la Chine. De toutes les époques, l'Australie a cherché à s'aligner avec la puissance navale dominante, que ce soit le Royaume-Uni, les États-Unis ou demain la Chine. On dit souvent que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce que ça veut dire, c'est que les alliances sont temporaires. La montée de politiciens conservateurs dans les dernières années et la rhétorique hostile face à la Chine semble plus être une forme de résistance de dernière minute qui ne peut pas vraiment renverser la tendance lourde, du moins pas sans causer un tort incroyable à l'Australie. En fait, si on prend beaucoup d'altitude et qu'on regarde la situation avec une perspective à long terme, ce qui est en train de se passer devient clair. L'Australie comprend dans quelle direction s'en va la région. Clairement, la Chine se positionne pour dominer l'Indo-Pacifique pour le prochain siècle. Donc l'Australie n'aura pas le choix d'avoir une relation productive avec la Chine. Ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui, ce n'est pas de repousser entièrement Pékin, mais plutôt de tracer des lignes rouges et d'essayer de définir les paramètres de la relation avant que la Chine ne le fasse. C'est un jeu d'équilibre extrêmement délicat puisque le Parti communiste ne tolère pas la moindre critique et qu'il y a un gros risque pour l'Australie d'être complètement écartée, ne serait-ce que pour donner une leçon aux autres pays de la région. L'Australie a donc besoin d'aide pour équilibrer la relation et montrer à la Chine qu'elle a toujours des alternatives crédibles si jamais les choses dégénèrent. Récemment, l'Australie a signé un partenariat de défense avec le Japon, en plus d'annoncer un réinvestissement majeur dans les forces armées. Mentionnons également le Quad, cette alliance informelle récemment renforcée entre le Japon, les États-Unis, l'Inde et l'Australie. C'est un équilibre difficile à maintenir à chaque vote à l'ONU, à chaque sortie publique sur la scène internationale. Canberra est assise entre deux chaises. D'un côté, l'Occident et ses alliés traditionnels, et de l'autre, la Chine et son avenir économique. Ce qu'on risque de voir au cours des prochaines années, c'est la montée d'un fort nationalisme, peut-être même d'une forme de militarisme en Australie. On voudra résister à tout prix. Mais éventuellement, la réelle politique va s'imposer et on risque plutôt d'assister à la naissance d'une idéologie plus pragmatique, plus réaliste vis-à-vis de la Chine. Ça va prendre plusieurs années et ça risque de s'étendre sur de nombreux gouvernements. Mais personnellement, je suis convaincu que ça va se produire. Ultimement, l'Australie a le choix entre la Chine et le déclin. Donc, je vous pose la question. Si vous étiez stratège pour le gouvernement australien, quelle serait votre approche pour sortir de l'impasse et assurer l'avenir du pays? Pensez-vous qu'il est possible d'éviter l'influence de la Chine sans se la mettre à dos? C'est un débat très intéressant, donc j'ai hâte de lire vos propositions. Si vous voulez contribuer à la création de notre émission, vous pouvez le faire soit en souscrivant à 7 jours sur Terre pour aussi peu que 1 $ par mois, ou sinon par le moyen d'un don direct en suivant le lien dans la description. Votre appui est essentiel, mais surtout extrêmement apprécié. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.